Ma sœur m'a soudain envoyé un texto, ne rentre pas ce soir. Je revenais d'un voyage d'affaires. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Fais-moi confiance et ne viens pas, j'ai préféré aller chez lui. Voilà, m'a-t-il montré une vidéo. Tes enfants sont là. Il murmura, ce que j'ai vu dans la vidéo m'a rendu malade. J'étais à mi-chemin du Connecticut quand mon téléphone a lâché. Je venais de terminer un voyage d'affaires épuisant de 3 jours à Boston. 2 visites de clients, une réunion annulée et une présentation d'enfer qui m'a valu un hochement de tête silencieux d'un investisseur notoirement impossible. J'aurais dû penser à prendre un plat à emporter en rentrant ou à choisir le costume à nettoyer avant lundi. Mais ce bourdonnement, ce n'était pas le travail, c'était Harper. Ma sœur n'appelait jamais pendant les heures de travail, sauf en cas de problème. Ne rentre pas ce soir. Sa voix était saccadée, presque tremblante. Je clignais des yeux, relâchant l'accélérateur, tandis que mon cerveau essayait de trouver une explication raisonnable à son ton. « De quoi parles-tu » demandai-je en orientant le téléphone vers le haut-parleur pour mieux serrer le volant. Elle ne répondit pas tout de suite. J'entendis un bruit de pas traînant, peut-être un tiroir qui se fermait, peut-être ses pas. Puis vinrent les mots qui changèrent tout, « Fais-moi confiance et tiens-toi à l'écart ». Mon estomac se retourna. Que s'est-il passé, Harper? Que se passe-t-il? On y va? Une autre pause. Celle-ci plus longue. Ensuite, il s'agit de Camille et des enfants. Viens chez moi, s'il te plaît. Je n'ai pas discuté. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être était-ce dû à la façon dont sa voix avait perdu sa fermeté habituelle. La façon dont elle craquait sur les bords, comme si elle tenait quelque chose qu'elle ne pouvait supporter de laisser tomber. Peut-être était-ce parce qu'au fond de moi, dans un endroit que je fréquentais rarement, je soupçonnais déjà que quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai pris la sortie suivante. Pas d'appel à Camille. Pas de SMS pour me prévenir que je serais en retard. Je suis juste allé chez Harper, mon pouls battant à l'intérieur de mes poignets. Quand je suis arrivé, la lumière de sa véranda était déjà allumée. Elle m'a accueilli à la porte en jogging et débardeur, les cheveux relevés, pas de maquillage. Rien que ça, je savais que quelque chose de grave se tramait. Harper était toujours élégante. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a même pas dit bonjour, m'a juste prise par la main et m'a conduite dans le couloir jusqu'à son bureau. Elle a fermé la porte, tourné la serrure et a sorti son ordinateur portable de la bibliothèque comme si c'était le cas. Une relique sacrée. Assieds-toi. Sa voix était basse. Je me suis assis. Elle a ouvert l'ordinateur portable, a tapé vite, puis a tourné l'écran vers moi. Marcus, a-t-elle dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il faut que tu vois ça. La vidéo a chargé. Mon souffle s'est déjà arrêté avant même la première image. J'ai vu Camille, ma femme, rire dans ce chemisier bleu qu'elle prétendait avoir porté rien que pour moi le mois dernier. Ivy, ma fille, était assise à côté d'elle, montrant quelque chose sur son téléphone à un homme que je ne reconnaissais pas. Julian, mon fils, était de l'autre côté, mangeant des frites, penché en avant comme s'il écoutait une histoire pour s'endormir. L'homme, la quarantaine, sourire suffisant, montre de luxe, l'assurance dans sa façon de cligner à peine des yeux, parlait avec aisance. Je ne connaissais pas sa voix, mais je connaissais son langage. Il parlait de contrats, de clients, de calendrier de projets, de mes clients, de mon entreprise. Puis Camille s'est penchée et a tapoté du doigt un dossier qu'il venait d'ouvrir. Celui-là, Marcus ne l'a même pas encore présenté. Tu vas le devancer. L'homme eut un sourire narquois. Parfait. Je ne sentais plus mes jambes. Je ne ressentais plus rien. Les murs autour de moi, le doux bourdonnement du ventilateur de bureau, le désodorisant floral de Harper, même le lent tic-tac de l'horloge murale, tout cela se transforma en bruit de fond. Ma vision se rétrécit. Une autre vidéo commença. Autre décor. La chambre d'Ilivet. Ses rideaux roses visibles dans un coin de l'écran. Le même homme, en train de feuilleter une clé USB. Elle me l'a donnée hier, dit fièrement Ivy. Papa le dit toujours ici. Il pense que personne ne sait. Julian intervint. J'ai copié les croquis comme tu l'as dit. Ils sont dans ce dossier nommé garage. L'homme rit. Vous êtes tous les deux des êtres naturels. Ma poitrine se serra comme si on m'avait serré les côtes. Ce n'était pas que des documents volés.
C'était une trahison servie froidement et méthodiquement, ma propre famille souriant malgré le crime. Harper me toucha le bras. Je ne savais pas comment te le dire, murmura-t-elle. Un de mes amis de l'entreprise de cybersécurité ont remarqué quelques points d'accès irréguliers liés à vos sauvegardes cloud. Nous avons suivi la piste. Je me suis tourné vers elle lentement. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Des mois, peut-être plus. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Elle déglutit difficilement. Parce que j'avais besoin d'être sûr. Et parce que je ne voulais pas me tromper à propos de Camille ou des enfants. Mais je ne me trompe pas, Marcus. Tu n'es pas paranoïaque. Il travaille avec cet homme, Dean Parker. Il dirige une entreprise qui essaie de débaucher tes clients depuis l'année dernière. Dean Parker. Ce nom m'a transpercé. Nous nous étions croisés une fois à une exposition d'architecture à San Diego. Il avait complimenté mes plans, m'avait invité à déjeuner, puis m'avait ignoré lorsque j'avais refusé de partager les analyses de l'entreprise. Je l'avais balayé du revers de la main, le considérant comme un autre vautour. Je n'aurais jamais imaginé qu'il reviendrait ni qu'il aurait Camille comme femme demain. Je restais debout, les genoux tremblants. Je tenais toujours mon ordinateur portable, toujours à l'observer. Mon fils m'a expliqué comment il avait utilisé mon imprimante pour faire des copies factices à échanger avec les rapports des clients. J'avais envie de crier, de casser quelque chose, de m'effondrer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable, je l'ai posé sur le bureau et j'ai regardé Harper. Je rentre, ai-je dit. Elle a paniqué. Marcus, non, tu ne peux pas les affronter. Pas comme ça. Je ne les affronterai pas, ai-je répondu d'une voix glaciale. Je les observe de l'intérieur. Je veux qu'ils continuent à croire qu'ils ont gagné. Pourquoi? J'ai fixé la vitre sombre derrière elle, mon propre reflet brisé par l'ombre. Parce que je ne vais pas reprendre ce qui m'appartient. J'ai dit, je vais leur faire regretter d'avoir essayé de le voler. Et comme ça, l'homme qu'ils pensaient pouvoir démanteler a commencé à disparaître silencieusement. Et l'homme qui le remplacerait était quelqu'un qu'ils n'auraient jamais vu venir. Le lendemain matin, je me suis garé dans notre allée avant l'aube, le ciel encore couvert de nuages gris et de pénombre. J'ai coupé le moteur, mais je ne bougeais pas. Au lieu de cela, je fixais le porche, imaginant la scène qui s'était déroulée chez moi quelques heures plus tôt. Je pensais à Camille endormie dans notre lit, à Ivy et Julian recroquevillés comme des ombres dans leur chambre. Aucun d'eux ne se doutait que la révélation de la nuit dernière avait déjà bouleversé ma confiance. J'ai détaché ma ceinture et suis sorti, fermant la porte aussi doucement que possible. Le froid humide s'insinuait à travers ma chemise, mais je l'ai à peine remarqué. J'ai regardé les fenêtres. Pas de lumière. Il dormait et ce matin, je ferais comme si tout était normal parce qu'il croyait que oui. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti le traceur noir et élégant que j'avais glissé à côté de mon badge professionnel la veille. Il n'était pas plus gros qu'une clé USB, mais il me dirait tout. Où allait leur téléphone quand ils quittaient la maison, le moindre détour. Je l'ai allumé et glissé dans la doublure de mon manteau. Camille m'embrasserait à la porte, m'adressant un de ces sourires d'entraînement qui ne trahissaient pas sa culpabilité. Ivy descendrait l'escalier en courant, les cheveux en bataille. Je te demandais, en train de parler à toute allure de devoir ou de dispute entre amis. Julian apparaissait derrière elle, le regard encore voilé par le sommeil, et me remerciait pour les crêpes, les céréales ou tout ce que j'avais prévu. Ils ne sauraient jamais que leur père observait chacun de leurs mouvements, enregistrait chaque murmure, apprenait leurs habitudes. Je m'écartai, regardant la porte d'entrée s'ouvrir avec un bruit sec. Camille apparut la première, les cheveux en chignon lâche, vêtue de son cardigan gris préféré. Elle sourit. Tu es rentré tôt. Je lui rendis son sourire par le mien. Chaleureux, sincère. J'avais juste un peu de temps libre, dis-je en redressant ma cravate. Je me suis dit que je te ferais une surprise. Elle baissa sa tasse de café pour me serrer dans mes bras. Je l'entourai de mes bras, respirant l'odeur familière de lotion à la vanille et de linge frais. Mon cœur battait fort, car à cet instant, je l'aimais encore. Mais cet amour était tempéré par la trahison, aussi tranchante qu'un rasoir. De l'autre côté de la pelouse, Ivy dévala les marches, cheveux et boucles sauvages. « Papa » s'écria-t-elle, les yeux brillants. « On peut aller au parc après l'école » Je me suis accroupi pour qu'elle puisse grimper dans mes bras. « On verra bien »
ai-je dit en l'embrassant sur le dessus de la tête. Julien nous a rejoints, endormi et sérieux. Bonjour, papa. Bonjour, champion. Je lui ébouriffai les cheveux. Grosse journée d'école. Il haussa les épaules, demandant la permission à sa mère avant de parler. Camille hocha la tête. Examen de géométrie, dit-elle. Bonne chance. Merci. Je lui donnai une petite tape sur l'épaule et les regardai tous les deux se précipiter vers la voiture, discutant de leurs projets pour la suite. Une fois parti, je fermai la porte d'entrée et tournai la serrure. Je traversai tranquillement le couloir en direction de mon bureau, mon sanctuaire, devenu une salle de crise. Ma sœur avait installé des écrans pour moi la nuit dernière. Chaque flux de caméras provenant des traceurs que j'avais implantés dans leur téléphone. Chaque ping de localisation, tout cela alimentait un petit serveur caché derrière mon bureau. Je m'assis et alluma l'écran. Une carte en direct avec 3 points colorés apparaissait. Mon cœur se serrait encore à leur vue. Mes enfants innocents et la femme que j'avais juré d'aimer jusqu'à la mort. Mais sous cette douleur, un frisson de puissance palpitait dans mes veines. J'allais utiliser tous les outils à ma disposition pour renverser la situation. J'ouvris le panneau de contrôle et activai les caméras intérieures. J'avais installé mon système dans le salon et la cuisine. Les coins étaient discrets, pas plus grands que des détecteurs de fumée. Des angles morts parfaits pour capter les conversations chuchotées. Mon téléphone a vibré. Harper encore, ai-je répondu. Tu es là? Ai-je demandé doucement. Bonjour, a-t-elle murmuré. Comment vas-tu? J'ai marqué une pause, les yeux rivés sur les flux. Ivy et Julien dans le bus scolaire. La voiture de Camille filait déjà à toute vitesse vers le bureau de Parker. Je vais bien. J'ai menti. Tout est en place. Bien, a-t-elle dit. Soyez prudent. Ce Parker, ce n'est pas un simple requin de l'entreprise. Il est impitoyable. Je sais, ai-je murmuré. Nous aussi. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le portail de gestion client de mon entreprise. J'ai créé un faux dossier de projet, extension du complexe Riverside, et je l'ai rempli de faux plans, de fausses projections financières et de fichiers classés, confidentialité critique. Puis j'ai envoyé un email à Camille, en mettant Dean Parker en copie, comme si je croyais vraiment partager des informations privilégiées avec ma femme et son mystérieux associé. J'ai surveillé la boîte d'envoi. Une odeur. J'avais l'impression de tendre un piège. Chaque parcelle de données était un fil dans une toile qui les enserrait. J'imaginais déjà l'expression de Parker lorsqu'il réaliserait qu'il avait avalé de fausses statistiques. Le sourire suffisant de Camille s'effacerait, remplacé par l'horreur d'être dominé. Mais il me fallait plus. J'ai débranché le disque dur leur contenant les fichiers que j'avais partagés et je les glissais dans la poche de ma veste. Plus tard, lorsqu'ils essaieraient de décrypter les fichiers ou de les transmettre au réseau de Parker, j'aurais la preuve originale de leur trahison. J'avais reconstitué un dossier relatant chacun de leurs faits et gestes, chaque discussion illicite. À la fin, aucun juge, aucun jury, aucun tribunal d'arbitrage ne douterait de la profondeur de leur complot. Je me suis adossé à ma chaise, les mains jointes sous le menton. Je sentais l'adrénaline refluer, laissant derrière moi une concentration d'acier que je ne soupçonnais pas. Je les aimerais une fois plus que tout. Mais l'amour était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Surtout quand il était accompagné de trahison. Je me suis levé, j'ai étiré les épaules et me suis dirigé vers la fenêtre. Le bus d'Ivy venait de tourner au coin de la rue, et la berline de Camille s'engageait sur l'autoroute, le logo de Parker collé sur la lunette arrière. Je les regardais vaquer à leurs occupations, inconscients de la force avec laquelle le filet se resserrait autour d'eux. Car je n'étais pas qu'une victime. J'étais Marcus Hill, architecte d'acier et de pierre, et maintenant architecte de leur chute. Aucun mensonge ne resterait caché. Chaque secret serait dévoilé. Et quand tout serait fini, ils comprendraient exactement ce qui arrive quand on me contrarie. J'ai proposé un dîner ce vendredi soir, sachant pertinemment ce que je faisais. Le ciel était violacé tandis que je me dirigeais vers le restaurant chic de Dean Parker, un endroit à la lumière tamisée, aux banquettes intimistes et au personnel de musculation entraîné à circuler sans jamais s'immiscer. J'avais appelé Camille plus tôt dans la journée, me doutant de l'enthousiasme que susciterait une rencontre amicale avec Parker, comme si rien dans leur alliance secrète ne m'effrayait. Ma voix j'avais été chaleureuse, voire un peu impatiente,
car je voulais qu'elle pense que je lui faisais encore confiance. À mon arrivée, Dean était déjà là, impeccablement vêtu d'un costume anthracite et d'une chemise blanche impeccable, déboutonnée au col. Il m'a fait signe d'approcher avec une assurance décontractée, comme si nous étions de vieux amis plutôt que des rivaux. Derrière lui, la table était dressée pour 4 personnes, ma femme, ma fille et mon fils. Au centre de la table se trouvait un modeste vase de rose rouge foncé, un geste destiné à impressionner, mais finalement féodal. Je me suis glissé en face de Parker. Il m'a serré la main fermement et m'a adressé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Camille et les enfants sont apparus quelques instants plus tard. Camille portait une robe noire élégante qui mettait ses formes en valeur. Ivy portait une robe à fleurs. Julian portait son blazer d'école. Ivy a salué Parker avec enthousiasme. Julian m'a adressé un signe de tête poli. Les yeux de Camille se sont tournés vers moi tandis qu'elle s'asseyait, le sourire crispé. Habitué. Le serveur est arrivé avec les menus. J'ai commandé une bouteille du vin préféré de Parker, le Cabernet Sauvignon, et puis il fit signe au serveur de nous laisser nous rattraper. Ivy et Julian replièrent immédiatement leur menu, leur excitation était palpable. Le regard de Camille ne quitta pas le mien, comme pour me mettre au défi de me demander pourquoi j'avais invité ces gens. Des gens qui m'avaient déjà trahi. Parker se laissa aller en arrière, faisant tournoyer son verre de vin. Ravi de te revoir, Marcus. Et c'est une sacrée famille. Il fit un signe de tête à Ivy, qui sourit et fit un signe de la main. Je répondis d'une voix douce. Merci. Je pensais que ce serait bien que nous nous rencontrions tous. Après tout, nous sommes tous investis dans ces projets maintenant, n'est-ce pas? Camille lui sourit. Marcus pensa que cela nous aiderait à harmoniser nos visions. Elle lui toucha légèrement le bras. J'observai la poitrine de Parker se soulever à ce contact. Son attention se porta sur elle, et je notai chaque petit détail. La dilatation de ses pupilles, son sourire narquois à peine contenu. Dis-moi, dit Parker en levant son verre. Comment avance la demande en mariage d'Henderson? Camille prit la parole. Premièrement. Nous avons fait des progrès significatifs. Marcus a partagé les premières ébauches la semaine dernière. Elles sont très complètes. Elle a fait un clin d'œil à Parker comme si elle avait orchestré leur rencontre. Je suis resté neutre. Oui, très complet. J'ai acquiescé. Intérieurement, j'étais ravi à l'idée de saboter ces ébauches avec mes plans de façade. Ivy a pris la parole ensuite. Papa, on peut manger des macaronis au fromage au lieu de ces trucs sophistiqués. Elle a tiré sur ma manche. Je me suis penché et j'ai murmuré, pas ce soir, ma puce. Essayons quelque chose de nouveau. Je me tournai vers Parker. Ils essaieraient tout pour toi. Parker rit. C'est l'esprit. Tes enfants sont adorables. Il tendit la main et la posa sur celle de Camille, un geste intime, mais fait en public. Elle se pencha vers lui, et les yeux d'Ivy s'écarquillèrent d'admiration. Julian se déplaça sur son siège, son regard passant de Parker à moi comme s'il évaluait leur concurrent. Le serveur revint avec du pain et du vin. J'ai levé mon verre au partenariat, dis-je. Un toast anodin, mais chargé de sens. Parker trinqua avec moi, Camille, puis les enfants qui suivirent avec leur jus de raisin pétillant. Le dîner arriva. Coquille Saint-Jacques poêlée, risotto aux truffes, un accompagnement d'asperges pour moi, les médaillons de bœuf de Parker, le saumon rôti de Camille. Ivy prit son macaroni au fromage. Julian opta pour un plateau de poulet grillé. Ils mangèrent avec appétit, les yeux brillants. Comme si rien de tout cela n'était entaché de tromperie. Alors que la conversation s'orientait vers les bavardages sur les idoles, les événements scolaires, les projets du week-end, j'ai regardé Parker se pencher vers Camille sous la table, murmurant des blagues qui la faisaient rire. Ivy a ajouté, riant de manière incontrôlable, et Julian regardait, mi-fier, mi-honteux. Je me suis assis, un sourire aux lèvres, mais mon esprit s'emballait. Chaque regard, chaque mot chuchoté était un indice. J'ai remarqué l'inclinaison de l'épaule de Parker, le frémissement dans la respiration de Camille. À un moment, Ivy s'est penchée vers moi et m'a demandé, « Papa, je peux montrer mon nouveau dessin à Monsieur Parker ?» Elle a sorti un carnet de croquis froissés et le lui a tendu. Il a feuilleté les pages marquées, « Top secret », de l'écriture d'Ivy. Un autre dispositif de suivi était dissimulé à l'intérieur du carnet.
J'ai ressenti une vague de triomphe. Parker a souri et a commenté le dessin épique, louant son talent artistique. Camille lui a souri, la fierté brillant dans les yeux. Julien a froncé les sourcils, croisant les sourcils. Les bras. J'ai tapoté légèrement mon verre de vin, attendant qu'on s'ouvre. Une fois les assiettes débarrassées et le dessert apporté, un moelleux au chocolat avec de la glace à la vanille, j'ai enfin pris la parole. Parker, ai-je dit d'une voix calme à propos des données Henderson. Il a haussé les sourcils. Oui, je veux partager quelque chose avec toi. J'ai sorti le disque dur lors de la poche de ma veste et l'ai posé sur la table. Le visage de Camille s'est affaissé. Ivy a applaudi. Julien s'est penché en avant, les yeux rivés sur l'appareil. Le sourire confiant de Parker s'est estompé pour la première fois. C'est quoi ces données brutes du mois dernier, ai-je dit. Directement de mes serveurs. J'ai poussé le disque dur vers l'avant. Tout ce que tu as demandé. Son regard est passé du disque dur à moi. J'apprécie, mais je veux une transparence totale, ai-je ajouté. Si tu veux voir le reste, il faudra que tu le vérifies. J'ai marqué une pause, savourant la tension qui s'étirait comme du verre, prête à voler en éclats dans ton logiciel d'analyse. La mâchoire de Parker s'est crispée. Bien sûr. Je me suis adossé. Prends la route. Vois ce que tu trouveras. Je suis sûr que toi et Camille serez impressionnés. Il l'a ramassée et l'a glissée dans une enveloppe. La main de Camille tremblait sous son regard, le sourire d'Ivy s'effaçant lorsqu'elle a remarqué le changement d'expression de sa mère. Le regard de Julien était féroce et soupçonneux. Le dîner s'est terminé peu après. L'addition a été réglée discrètement. Nous sommes sortis dans l'air nocturne, ramassant des parapluies pour nous protéger de la bruine. J'ai regardé Parker et Camille se pencher l'un contre l'autre sous un parapluie, leurs épaules se touchant. Ivy me tenait la main, l'air plein d'espoir. Julien s'est attardé, me regardant tour à tour, sa mère et moi. En montant dans ma voiture, j'ai surpris Camille murmurer à Parker, il l'a acheté. Il a hoché la tête, un doigt sur ses lèvres dans un geste de conspiration. Je suis rentré chez moi, la pluie battante sur le pare-brise. J'ai laissé la suffisance m'envahir. Il pensait gagner. Parker avec son accès privilégié. Camille avec sa duplicité. Les enfants avec leur innocence déformée. Une conspiration. Mais ils étaient pris dans un piège que j'avais moi-même tendu. Et ils ignoraient que je détenais toutes les clés. Plus tard, quand j'ai bordé Ivy et Julien, je les ai embrassés sur le front et leur ai dit que je les aimais. J'ai embrassé Camille pour lui souhaiter bonne nuit, ses lèvres froides contre les miennes. Puis je suis retourné dans mon bureau et j'ai regardé les images de la soirée. Le regard furtif de Camille vers moi, l'hésitation de Parker en rangeant le disque dur dans sa poche, les yeux écarquillés des enfants lorsqu'ils ont réalisé que leur père était au courant. Et j'ai souri, car dans un monde fait d'acier, de pierre et de secrets, un dîner avec le diable n'était que le début de la fin. Je me suis réveillé tôt lundi, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, rayant le sol de la chambre de bande d'or et d'ombre. Dans le lit à côté de moi, Camille dormait encore, ses cheveux formant un halo sombre sur l'oreiller. Normalement, j'aurais laissé la matinée s'attarder, savourer la chaleur de son corps, le bourdonnement de notre vie ensemble. Mais aujourd'hui, c'était différent. Je me suis glissé hors du lit, en prenant soin de ne pas la réveiller, et j'ai descendu là je me suis dirigé vers mon bureau, où les données factices du dîner de vendredi m'attendaient. Je me suis installé dans mon fauteuil en cuir et j'ai allumé mon ordinateur. Le dossier du projet intitulé « Riverside Expansion » clignotait. Des fichiers soigneusement organisés en schémas architecturaux, feuilles de calcul budgétaire et correspondants clients. En réalité, chaque document était un mensonge savamment conçu. Des plans criblés d'erreurs, des projections de coûts gonflés à l'absurde, des contrats confidentiels modifiés pour désigner Parker comme seul bénéficiaire, et j'avais tout conçu. Un ping m'a informé que Camille avait accédé au dossier. J'ai cliqué sur les journaux de suivi, son adresse IP, son horodatage, les noms de fichiers. Elle a téléchargé les documents et les a transférés à la messagerie sécurisée de Dean Parker. J'ai observé, impassible, chaque preuve de trahison se déverser dans les veines numériques de notre famille. C'était presque élégant de voir avec quelle aisance il tombait dans le piège que j'avais tendu. Plus tard dans la matinée, j'ai envoyé un message à mon assistant. Veuillez informer le client de Riverside que nous devons ajuster le calendrier de la proposition. Je me suis retiré de la supervision directe.
J'ai présenté Dean Parker comme responsable par intérim. Avec effet immédiat, je me suis installé confortablement et j'ai imaginé la surprise qui s'est emparée de mon cabinet. Il remettrait en question la décision, murmurerait des rumeurs sur ma fatigue, mon désir d'un regard neuf, mais personne, à part Camille et Dean, ne soupçonnerait la véritable raison de les enfoncer plus profondément dans mon réseau de tromperie. À l'heure du déjeuner, j'étais au bureau de Harper avec elle, visionnant les images de surveillance en temps réel. Nous étions assis côte à côte, la lueur de l'écran se reflétant dans ses yeux inquiets. « Ils pensent que vous leur transmettez de vrais secrets », a-t-elle murmuré. « Ils n'ont aucune idée que vous leur racontez des paradoxes. » J'ai hoché la tête, observant une image où Ivy avait levé son téléphone pour montrer à Parker une image de mes plans originaux. « Ils vont fonder des décisions cruciales là-dessus, ai-je dit doucement. Le temps qu'ils réalisent que c'est du pipeau, il sera trop tard. » Harper a expiré. « Quel est le but ? » Je me suis détourné de l'écran, faisant les 100 pas entre le bureau et la fenêtre. « Des preuves, dit-il fermement. J'ai besoin qu'il signe ces faux contrats, et je dois enregistrer chaque conversation où Parker se vante de m'avoir détruite. Ensuite, j'aurai un arsenal juridique. Je démantellerai son cabinet et je mettrai fin à la carrière de Camille et à ses enfants. Je m'arrêtai et la regardai. Je leur montrerai comment fonctionne la trahison. Elle baissa les yeux, l'appréhension au visage. Tu es sûr d'impliquer les enfants ? Je soutins son regard. Ils sont déjà impliqués. Mieux vaut qu'ils en apprennent les conséquences maintenant que plus tard. De retour à la maison dans l'après-midi, je jouai le rôle du mari distrait. Camille m'accueillit d'un baiser rapide et me rappela l'horaire du covoiturage. Ivy bondit vers moi, me demandant si je voulais l'aider pour son projet de science. Julian apparut derrière elle, me proposant de me faire un café. Je souris et acceptai les deux, masquant la tempête qui grondait sous la surface calme du garage. Tandis qu'Ivy expliquait sa démonstration de volcan, je plaçai un micro caché sous sa table de projet. Elle rigola, inconsciente de mes motivations, décrivant comment elle avait emprunté. Les échantillons de sol de mon père ont été vérifiés pour en vérifier l'authenticité. Julian est intervenu, avouant avoir téléchargé toute ma base de données clients sur une clé USB pour la partager avec Parker. J'ai catalogué leurs paroles dans ma tête, immortalisées sur cet enregistrement, preuve du rôle des enfants dans ma chute. Ce soir-là, je suis entré dans le salon avec 2 verres d'eau gazeuse à la main. Camille consultait sa tablette, probablement pour vérifier les nouvelles du bureau de Parker. Je lui ai tendu un verre et me suis assis à côté d'elle, lui touchant le genou. « Dure journée ?» ai-je demandé. Elle a soupiré en refermant la tablette. Parker dit que le conseil d'administration de Riverside est impressionné. Il pourrait accélérer le projet. Elle me regarda, pleine d'espoir. Ça pourrait être énorme. Je souris en faisant tourner l'eau dans mon verre. Je suis content que ça marche. Intérieurement, je savourais sa certitude, sa confiance dans le succès imminent de Dean. Je traçai une ligne le long de son bras. Et nous ? Toi et moi. Ses yeux brillèrent. De la culpabilité, peut-être de la peur. Mais elle haussa les épaules. Bon, ça ira, murmura-t-elle. Ce ne sont que des affaires. J'acquiesçai. Juste des affaires. Plus tard, une fois les enfants couchés, je me retirai dans mon bureau. Les données leur y étaient restées, intactes depuis le matin. J'ai téléchargé les journaux des caméras cachées, compilé des captures d'écran du secret téléphonique d'Ivy et des aveux murmurés de Julian. Les fichiers s'alourdissaient sur le disque dur. Preuve de leur trahison, de la complicité de Camille. Je me laissai aller et m'autorisai un petit sourire sombre. Ils avaient cru être les prédateurs, divulguant mes secrets à leur profit. Mais c'était moi qui avais orchestré chaque mouvement, les guidant plus profondément dans le labyrinthe jusqu'à ce qu'il leur soit impossible de s'enfuir. J'ai envoyé un dernier courriel à Dean Parker, une note urgente demandant un rendez-vous au siège de mon cabinet le lendemain matin pour finaliser les termes du contrat de Riverside. J'ai joint les faux contrats qu'ils avaient signés. Veuillez les examiner et les signer, ai-je écrit. Votre prompte attention est appréciée. D'un clic décisif, je l'ai envoyé. Le courriel a filé dans le cyberespace. J'ai éteint mon ordinateur et me suis dirigé vers la fenêtre, contemplant la rue silencieuse. Les lignes de lumière sur le trottoir me rappelaient les stores de Boston lorsqu'Harper avait passé cet appel. Les mêmes lignes se croisaient maintenant dans mon esprit, séparant la vérité du mensonge,
la loyauté de la trahison. Demain, Parker et Camille entreraient dans ce bâtiment, persuadés d'avoir tout le pouvoir. Mais ils seraient les témoins involontaires de leur propre perte. Et le moment venu, je présenterai mon cas. Chaque contrat, chaque conversation chuchotée, chaque échange secret. Parce que dans l'architecture de la vengeance, la preuve est la fondation la plus solide. Et moi, Marcus Hill, j'étais sur le point de construire quelque chose d'indestructible. La veille de Noël s'est abattue sur la ville comme une poudreuse, silencieuse, immaculée et d'un calme trompeur. Je suis arrivé à la maison juste au moment où le crépuscule laissait place à la nuit. Le quartier était illuminé de lumières scintillantes et de couronnes à chaque porte. Dès que j'ai garé la voiture, j'ai senti le crépitement de la tension palpiter dans l'air, comme si toute la maison retenait son souffle. À l'intérieur, les parfums de pin et de cannelle se mêlaient au léger bourdonnement d'une musique festive. Camille se tenait dans l'entrée, resplendissante dans une robe de soie rouge qui reflétait la lumière à chaque mouvement subtil. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations parfaites, et elle portait juste assez de parfum pour annoncer sa présence sans submerger les sens. Dans sa main, elle tenait un plateau de flûte à champagne, chaque bord saupoudré de sucre en prévision de minuit. Ivy et Julien voletaient autour d'elle, ma fille dans sa robe de soirée, les joues roses, mon fils dans une chemise impeccable et un gilet, tentant une révérence maladroite qui la fit rire. Marcus Camille m'accueillit avec une chaleur naturelle, s'avançant pour m'embrasser sur la joue. Je tendis les bras et la serrai dans mes bras, sentant la douceur de sa soie contre mon manteau. Joyeux Noël, murmura-t-elle, mais son regard se porta rapidement vers le couloir où Dean Parker m'attendait. Je me tournai pour le saluer tandis qu'il s'avançait, plus grand que dans mes souvenirs, les mains enfoncées dans les poches de son pardessus. Il hocha poliment la tête, les lèvres s'étirant en un sourire maîtrisé qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Derrière lui, niché parmi des paquets emballés dans du papier de fête, scintillait la boîte Ridgewood. Mon piège. Ivy tira sur ma manche. Papa, regarde. Boule à neige Rudolph. Elle brandit un souvenir scintillant sous le sapin, un cadeau de Dean. Il lui fit un clin d'œil et elle rayonna. Julien se tenait à proximité, serrant contre lui un journal relié en cuir, gravé du logo de la société Parker. Je posai mon manteau et inspectai les cadeaux. Puis je m'éclaircis la gorge. J'ai un cadeau pour vous tous. Ma voix portait aisément dans la pièce silencieuse. Je croisai le regard de Camille, perçus une lueur de curiosité mêlée d'appréhension. Suivez-moi au salon. Ils se mirent en rang. Camille devant, puis Ivy sautillant, puis Julien à l'arrière, Parker attardé près de l'escalier. Je les conduisis devant le sapin où les décorations reflétaient nos visages, parfaits, heureux, inconscients. Je les guidai vers le centre de la pièce où un classeur relié en cuir était posé sur la table basse. La vidéo que vous avez vue la semaine dernière, commençai-je d'une voix ferme, n'était que le début. J'ouvris le classeur, révélant des images nettes. Ivy montrant son téléphone à Parker. Julien tendant des feuilles marquées, confidentielles. La main de Camille désignant mon classeur de plans. Je vis leurs expressions se transformer. La satisfaction fugace de Camille remplacée par le choc. Les yeux brillants d'Ivy s'écarquillèrent. La lèvre de Julien se pinça de culpabilité. J'appuyai sur « Lecture » sur ma tablette et la pièce se remplit du murmure étouffé de conversations saccadées. Les rires, les chuchotements, le bruissement des pages. Ivy reconnut son gloussement. Ses épaules tremblaient. Julien enfouit son visage dans ses mains. La main de Camille vola vers sa bouche, les yeux embués de larmes. Je laissai la vidéo suivre son cours, regardant le sourire de Parker s'estomper lorsqu'il aperçut son propre reflet sur l'écran. Il s'immobilisa, les lèvres entr'ouvertes. J'éteignis la vidéo et refermai le classeur. Le silence s'installa comme une neige fraîche. Les enfants me regardèrent, les larmes aux yeux. Ivy gémit, « Papa, je suis désolé. » La voix de Julien se brisa tandis qu'il marmonnait. Je ne savais pas. Camille s'avança, la voix tremblante. Marcus, s'il te plaît. Je levai la main. Non. Mon ton était doux, mais définitif. C'est fini. Je me tournai vers Parker. Doyen Parker, vous avez exactement 24 heures pour quitter ma maison et me restituer toutes les données que vous avez volées. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Sa posture stoïque vacilla et il agrippa les manches de son pardessus. J'ai insisté. Votre entreprise cessera ses activités d'ici la fin de la semaine.
grâce aux preuves, je soumettrai mon dossier au conseil d'administration. Je vous suggère de partir tant que vous le pouvez. Il acquiesça d'un signe de tête raide et recula. Je le regardai partir, la porte d'entrée se refermant derrière lui avec un bruit sec. Même dans son départ, sa retraite était teintée d'indignation et de peur. La preuve que le piège avait fonctionné. Camille s'effondra au sol, les sanglots la secouant. Ivy s'effondra à côté d'elle, le visage enfoui dans les genoux de sa mère. Julien s'accroupit au bord du canapé, déconfit. Je m'agenouillai, les regardant. Droit dans les yeux. Je n'ai jamais voulu faire ça, dis-je, la gorge serrée malgré mon sang-froid. Mais la trahison a un prix. Les larmes de Camille coulèrent sans retenue. S'il vous plaît, murmura-t-elle. On peut arranger ça. Je vous aime. Eux, nos enfants, ils n'ont pas compris. Je secouai lentement la tête. Sortez. C'était brutal, même à l'instant où ces mots quittaient mes lèvres. Les épaules de Camille se soulevèrent tandis qu'elle se levait, rassemblant Ivy et Julien. Ivy tendit la main vers moi, mais le bras de Camille bloqua son approche. Julien nous regarda, le cœur brisé. Papa, commença Ivy. Je m'agenouillai, le cœur battant, et tendis la main vers elle. Mais Camille l'avait soulevée et sortit de la pièce. Julien suivit, ses yeux rivés sur les miens jusqu'à ce que le hall les engloutisse tous deux. La maison était vaste dans son vide soudain. Le seul bruit était l'écho de la porte d'entrée. Je me levai, lissai ma veste et contemplai le sapin où les cadeaux attendaient intacts, et les chaussettes accrochées avec soin. Les fantômes d'une famille déchirée. Je me dirigeai vers la cheminée et sortis la dernière enveloppe de la poche de mon manteau. Je la déchirai pour révéler les papiers du divorce et une déclaration sous serment pour abandon et complot. Je les déposai sur le manteau, laissant les braises s'embraser en dessous. Je ne pleurais pas. Je n'ai pas crié. Je me tenais simplement là, respirant dans le silence d'une maison vidée de confiance. À l'extérieur, le monde a continué. Les lumières scintillaient dans le bloc. Les rires dérivaient de la fenêtre des voisins. Les flocons de neige dérivaient paresseusement du ciel. À l'intérieur, j'ai allumé la cheminée et j'ai regardé les flammes consommer les bords des papiers. Chaque boucle de fumée semblait être une promesse. Je reconstruire. Je resterai ferme. Et je ne permettrai plus jamais aux gens que j'aimais le plus de devenir les ennemis que je craignais. Lorsque le dernier bord de l'affidavit s'est effondré vers H, je me suis détourné. La maison était silencieuse, mais c'était à moi encore la mienne. Et dans ce calme, j'ai trouvé une terrible clarté, un contrôle récupéré, une trahison vengée et un avenir sans intérêt par leur tromperie. Le matin après Noël était étrangement calme. Je me suis réveillé avant l'aube. La maison s'est déshabillée de sa chaleur habituelle. Aucun rire ne dérivait de la cuisine. Aucune lumière brillante sous les portes de la chambre. Même le bourdonnement doux du réfrigérateur sonnait creux. Je m'habillai en silence. Blazer marine, chemise blanche croustillante, jean foncé et une pause au seuil de mon étude. Les moniteurs que j'avais utilisés pour regarder chacun de leurs mouvements étaient sombres. Le serveur fredonnant sous mon bureau contenait des preuves de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce que j'avais prévu. Je me suis assis sur ma chaise en cuir, les mains pliées et j'ai laissé l'immobilité s'installer. Mon téléphone a bourdonné. Harper s'enregistre. Je l'ai tapé. Comment tenez-vous? Son texte clignait des yeux sur l'écran. J'ai tapé simplement clair. En vérité, j'ai ressenti un vide où la rage et le chagrin se sont une fois mariés. Un vide profond qui est venu de l'effacement d'une vie entière que j'avais construite. Pourtant, sous ce vide, une détermination d'acier pulsait. J'étais vivant et j'étais libre de reconstruire selon mes propres conditions. Au milieu du matin, j'étais au bureau. Mon cabinet d'architecture avait survécu à des tempêtes plus rugueuses, à des ralentissements de marché, à des bouleversements de personnel, à un espionnage d'entreprise, mais rien de tel. J'ai trouvé que l'équipe s'est regroupée autour de la table de conférence, chuchotant lorsque je suis entré, leurs visages se sont déplacés entre le soulagement et la curiosité. Soulagé que je sois reculé du projet Riverside, curieux de la vacance soudaine en leadership. Le matin, dis-je, la voix calme. Heureux de vous voir tous ici. J'ai laissé passer un battement, les regardant s'installer. Je vais affronter de nouveaux projets à partir de janvier. Nous recentrons sur la revitalisation urbaine, ma passion dès le premier jour. Des questions? Ils ont échangé des regards,
mais personne n'a osé demander. Au lieu de cela, ils ont hoché la tête, soulagés d'avoir à nouveau la direction. J'ai décrit de nouvelles initiatives, des toits verts, des logements abordables, un centre d'art communautaire au centre-ville, parlant avec la vigueur d'un objectif de redécouvrir l'homme. Après la réunion, mon CO, Tania, s'est approché. Marcus, tu as l'air concentré. Ça va? J'ai offert un petit sourire. Je ne me suis jamais senti plus clair. Elle a hésité, puis a dit, si vous avez besoin de quelque chose, j'apprécie cela. Je l'ai appuyé sur l'épaule. Construisons quelque chose de remarquable. C'était bien de parler de création au lieu de tromperie. Pour tracer des lignes sur du papier qui ont soutenu au lieu de détruire. Cet après-midi, je suis retourné à mon étude. La salle de surveillance attendait, mais j'ai gardé la porte fermée. Au lieu de cela, j'ai tiré le lecteur de l'heure de sa cachette et chargé les contrats forgés dans un dossier crypté. Ensuite, j'ai rédigé une astuce anonyme au conseil d'administration de Parker. Les preuves suggèrent que M. Parker a détourné des données propriétaires pour un avantage concurrentiel. Veuillez enquêter. J'ai joint quelques captures d'écran. Faux mais convaincant. J'ai envoyé l'email à partir d'un compte de brûleur, scellant son sort. Quelques clics plus tard, j'ai transmis les documents de divorce à mon avocat, planifiant le dossier du jour ouvrable suivant. Et pour m'assurer que Camille ne pouvait pas contester facilement, j'ai inclus les enregistrements audio d'Ivy et Julian admettant leur rôle. C'était impitoyable. Mes propres enfants ont utilisé comme témoin, mais la trahison, je me suis rappelé, a exigé des conséquences. Le soir, les premières ondulations sont apparues. La société de Dean Parker a envoyé un email à mon CO sur les demandes soudaines de leur conseil d'administration. Tania est venue me voir, les sourcils levés. Savez-vous cela? J'ai secoué la tête. Je suis désolé que vous deviez y faire face. Je vais gérer les retombées. Son regard se ramollit. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, j'ai ressenti une vague de satisfaction. L'enquête du conseil d'administration serait la réputation de Parker, dissoudrait ses relations avec ses clients et démontera son opération. Il creusait dans les finances, découvrait des irrégularités alimentées par mes données de l'heure et le jugeait coupable de rupture de contrat. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai rythmé les couloirs de la maison qui avait autrefois été une maison. Je me tenais dans le salon, regardant la cheminée sombre où j'avais brûlé la lettre 2. Camille, les papiers de divorce et le dernier déchiquetage de notre passé. J'ai touché le manteau et senti la faible chaleur des braises disparues depuis longtemps. Mes pensées ont dérivé vers Ivy et Julian. Leurs lettres, maladroites, plaidant, étaient arrivées par la poste plus tôt. Ils ont écrit des regrets, des excuses, des promesses de changer, de rentrer à la maison. J'avais glissé chaque enveloppe dans un tiroir non lu. L'amour m'avait autrefois obligé de les ouvrir. La trahison m'a maintenant dit de les laisser non lus. Je me promenais à l'étage et me tenais devant leur chambre. J'ai écouté tout signe de mouvement, mais les salles sont restées silencieuses. J'ai placé ma main sur la porte d'Ivy et je me suis souvenu de son rire, ses yeux bleus vifs. Puis j'ai déménagé chez Julian, rappelant son sérieux, « Je t'aime, papa ». Mon cœur s'est tordu, mais ma détermination a tenu. Parfois, la douleur était nécessaire à la croissance. En bas, j'ai trouvé un journal en cuir sur mon bureau, le mien. Je l'ai tourné ouvert aux pages vides. J'ai écrit au sommet, le 1er janvier 2026. Aujourd'hui commence la renaissance de Marcus Hill. J'ai alimenté cette première entrée avec des croquis de nouveaux designs, des notes sur la sensibilisation communautaire et une seule promesse. Je vais construire quelque chose qui dure. À l'approche de Down, j'ai rédigé un communiqué de presse publique. Mon entreprise pivoterait vers un design urbain durable. J'ai écrit en mettant l'accent sur l'innovation et la communauté. J'ai omis toute mention de Parker ou de questions personnelles. J'ai frappé send à l'équipe des relations publiques et j'ai regardé l'annonce distribuée sur les plateformes sociales. En quelques minutes, le ticker des nouvelles sur mon téléphone a fait des gros titres. Il architecte annonce de nouvelles initiatives vertes. La société locale promet une responsabilité sociale. Marcus Hill dirigeant l'avenir des espaces urbains. Un sentiment de fermeture m'a envahi. Le monde va de l'avant, ignorant la guerre privée qui s'était produite, et je resterai à l'avant-garde de la construction, et non de la destruction, bien que j'avais fait plus que suffisamment de ce dernier pour garantir mon avenir. Le 2 janvier,
Je me suis rendu au palais de justice pour signer le décret de divorce. Camille était absente. Servie en personne le matin après Noël. Elle avait refusé de montrer. J'ai signé les papiers seul, ma signature stable. Le greffier les a tamponnés finaux. Je me suis expiré, ressentant la dernière attache de ce mariage. À l'extérieur, la neige a commencé à tomber en flocons doux, s'installant sur mon manteau. J'ai souri vers le haut, laissant le froid embrasser mon visage. Le monde était à nouveau frais, sans bord. J'avais perdu une famille, mais j'ai pris de la clarté et une deuxième chance. De retour à la maison, j'ai allumé les lumières, des chambres éclairantes qui faisaient écho de rire, maintenant remplies de buts. J'ai placé la dernière série de contrats forgés dans un coffre-fort verrouillé aux côtés des sauvegardes de preuves et des copies de l'effondrement de Parker. J'ai fermé la porte de manière décisive, comme si j'avais scellé un passé que j'avais déjà enterré. Je me suis fait une tasse de café et je me suis assis à ma table de rédaction. J'ai dérouté une grande feuille de vélin et j'ai commencé à dessiner. Chaque ligne était confiante, précise. Pas de place pour les mensonges ou la trahison ici. J'ai esquissé un plan pour un centre communautaire, sa façade ouverte et accueillante. Je me suis arrêté, respiré stable et ajouté des notes, la transparence, l'intégrité, le renouvellement. Et comme le soleil du matin filtré par la fenêtre, j'ai réalisé qu'après que chaque ruine a eu la chance de reconstruire. J'étais devenu quelqu'un de nouveau. Pas le mari trahi, pas le mari vengeur, mais l'architecte de mon propre destin. Et cette fois, je concevais une vie à vivre. Les menaces sont venues à l'aube. Mon téléphone a bourdonné d'un numéro inconnu. L'identifiant de l'appelant a anonymisé. J'ai répondu avec un coup coupé, « Bonjour ». Une voix déformée grogna. « Ce n'est pas fini, Marcus. Tu ne peux pas vous cacher pour toujours. » La ligne est devenue morte avant de pouvoir répondre. J'ai mis le téléphone de côté et expiré. Dean Parker était loin du niveau psychotique de danger que j'avais été confronté auparavant, mais il avait fait une erreur de calcul cruciale. Il avait énervé quelqu'un qui ne tressaillait pas les menaces. Je me suis assis sur mon îlot de cuisine, mon café à la main et j'ai rejoué l'appel dans mon esprit. Le ton déformé a indiqué qu'il avait été canalisé par un téléphone en brûleur, leur amateur. Dean était désespéré, acculé. Je savais de Harper & Intel qu'il avait contacté certains contacts, des individus dont les noms venaient avec des avertissements chuchotés et des réunions de portes fermées. J'ai réfléchi sur la photo que j'avais prise quelques heures plus tôt. La mère de Parker, assise seule à une table de café, les mains enroulées autour d'une tasse de thé, inconsciente du monde. L'image était claire, intime, inévitable. Un seul cadre d'innocence qui pourrait faire exploser ses instincts protecteurs les plus irrationnels. J'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée et tapé une courte note. Certains jeux n'ont pas de gagnant. J'ai joint la photo. En quelques secondes, le message a été livré. J'ai imaginé que le cœur de Parker sautait un battement quand il a vu le visage de sa mère sur son écran. J'imaginais la sueur froide qui permettait de percer sa racine des cheveux alors qu'il réalisait exactement qui avait le pouvoir de le blesser le plus. Je savais qu'il calculerait les conséquences. Il se rendrait compte que si je pouvais atteindre sa mère, je pourrais atteindre n'importe qui. Au milieu du matin, les menaces ont cessé. Aucun autre appel de brûleur, plus de textes anonymes. Au lieu de cela, j'ai reçu un email TUR. Considérez l'affaire fermée. Je vais me conformer. C'était non signé, mais je connaissais la voix de la défaite quand je l'ai vu par écrit. Parker s'était retiré dans sa propre peur, prouvant ma conviction que la paix est parfois livrée non pas par la miséricorde, mais par une démonstration de capacité. Il y avait de la satisfaction dans cette victoire, mais aussi une reconnaissance sobre. J'étais devenu quelqu'un qui craignait. J'étais à l'aise avec la peur comme un outil. C'était efficace. C'était définitif. Pourtant, alors que je me tenais dans mon bureau, les lumières de l'après-midi inclinables à travers les fenêtres, j'ai ressenti une trace de disque. La peur était une puissante motivation, mais elle pourrait corroder l'âme si elle était imprudente. J'ai décidé de garder Parker et ses associés à la longueur des bras, mais plus jamais assez près pour menacer ses proches. J'exercerai une retenue maintenant que j'avais prouvé mon point de vue. Ce soir-là, je me suis retrouvé sur la terrasse sur le toit de mon immeuble, en regardant les toits de la ville. Les lumières scintillaient ci-dessous, indifférentes à ma guerre privée. J'ai versé un verre de whisky et écouté le doux bourdonnement de la circulation loin en dessous.
Il y avait une certaine élégance à la solitude, pour savoir que j'avais canalisé ma rage en actions précises et sans air. J'ai fini le verre et l'ai rempli, savourant la brûlure entracée dans ma gorge. Plus tard, j'ai convoqué une dernière réunion avec Harper. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, entourés d'écrans affichant des flux dormants et des journaux de communication supprimés. Elle m'a remis un dossier étiqueté de fermeture, des copies de toutes les menaces reçues, des traces des lignes de brûleurs, des preuves de la retraite de Parker. J'ai passé en revue les documents, chaque page témoignant de la fin de partie que j'avais orchestrée. Harper m'a regardé régulièrement. Vous l'avez fait. J'ai fermé le dossier en un clic doux. Oui, j'ai répondu, mais il est temps d'arrêter de construire des pièges. Son front se fronça. Que voulez-vous dire? Je me suis penché en avant, en tapant le dossier. Ceci est le dernier chapitre. Parker a reculé. Son entreprise se dissout tranquillement. Camille a disparu depuis longtemps. Les enfants sont toujours avec tante Julia. J'ai les preuves, mais je n'ai pas l'intention de l'utiliser davantage à moins que je ne le fasse. Je veux reconstruire sans l'ombre de la vengeance qui me guide. Elle acquiesça lentement. Vous choisissez un nouveau chemin. Je me suis permis un véritable sourire pour la première fois depuis des semaines. Je pense qu'il est temps. Le lendemain matin, j'ai rédigé un bref email au conseil d'administration de Parker en les informant que je retirais mon conseil anonyme. Je l'ai encadré comme un malentendu, une fuite interne erronée, et j'ai suggéré qu'ils examinent la question à leur discrétion. C'était vague, plausible et les laisserait sauver la face. J'ai appuyé sur Send et j'ai regardé le message disparaître dans leur serveur. J'ai fermé mon ordinateur portable et exhalé en train de ressentir quelque chose de soulevé de mes épaules. Dans les jours qui ont suivi, la vie s'est installée dans une normale prudente. Plus d'appels de brûleurs, plus de regards fervaux à la porte. La ville a parcouru ses routines, les navetteurs animés, les feux de rue qui se déclenchent au crépuscule, des camions de livraison fredonnant des avenues silencieuses. Mon bureau a rédigé des propositions durables, collaboré avec les conseils locaux et encadré de jeunes architectes, tous sous la bannière de la création plutôt que de la destruction. Un après-midi, j'ai pris un détour sur le chemin du retour et je me suis arrêté au café où j'avais photographié la mère de Parker. J'ai commandé un café et je me suis installé à une table à quelques sièges de la sienne. Je l'ai regardé soulever la tasse, respirer l'arôme et fermer les yeux comme s'il savourait un moment de paix. Elle n'a jamais regardé mon chemin, mais j'ai imaginé qu'elle sentait une présence. J'ai soulevé ma tasse dans un salut silencieux. Quand je suis parti, le soleil de l'après-midi a allumé la rue dans une luminosité mielée. Aucune menace ne m'a suivi à la maison. Aucune caméra cachée n'a suivi mes pas. Le monde était à nouveau riche en possibilités. Un plan ouvert attendant des conceptions qui ont soutenu plutôt que détruit. Cette nuit-là, je me suis assis à ma table de rédaction et esquissé par lampe à lampe. Mon crayon s'est déplacé sur le papier, dessinant des lignes vers un avenir que je voulais habiter. Un centre communautaire avec des murs en verre, la lumière du soleil affluent. Une place publique où les enfants ont joué librement. Un réseau de couloirs verts reliant les blocs de la ville. Chaque AVC était infusé avec l'intention de construire, de nourrir, de laisser un héritage de résilience plutôt que de rétribution. Je me suis arrêté et j'ai regardé la page vierge à côté de mon dessin, un espace réservé au chapitre 8. J'ai pensé à Ivy et Julien debout devant ma porte sous la pluie. Des espoirs fragiles qui s'étaient estompés et de la lettre de Camille qui avait été consignée aux flammes. Je ne ressentais ni amertume ni regret, seulement une acceptation sobre que certaines portes devaient fermer pour que d'autres puissent ouvrir. Alors que je mettais crayon le papier, la ville s'allume à l'extérieur qui scintille comme des étoiles. J'ai dessiné la dernière arche du plaza et ajouté une note, bienvenue. Dans ce seul mot, j'ai vu à la fois une invitation et une promesse. J'étais Marcus Hill, une fois trahi et aigri, choisissant maintenant de construire un nouveau. Et cette fois, les seuls jeux auxquels je jouerais étaient ceux du design et de l'espoir. Jeux dans lesquels tout le monde pourrait être gagnant. La pluie a éclaboussé l'allée dans un rythme erratique, une percussion douce qui a tiré mon attention de la table de rédaction où je raffinais les conceptions de façade. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du sol au plafond donnant sur l'entrée avant. Là, elle se tenait, ma fille Ivy, son cadre mince se silhouettait par la lueur de la lampe sombre, la pluie en cascade dans ses cheveux en rivulets. Mon cœur se serra. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Pas après cette nuit, pas après l'avoir dit de rester à l'écart. Elle avait attendu, trempée à l'os, sans le courage de sonner la cloche ou d'appeler mon nom.
Elle se leva simplement et regarda. J'ai posé mon crayon et j'ai traversé le couloir sombre. Le clic doux de mes pantoufles étouffé par le coureur en peluche. J'ai atteint le hall et je me suis tourné sur la lumière aérienne. Ivy n'a pas tressailli. Elle est restée enracinée à l'endroit, ses yeux scintillant de questions sans réponse et d'espoir provisoire. Je pouvais voir la silhouette de Julien derrière elle. Juste au-delà de la lueur, une ombre hésitante qui n'avait pas encore décidé de s'avance. J'ai ouvert la porte plus large, laissant la pluie couler sur le sol en marbre. Ivy baissa les yeux sur ses chaussures trempées, ses épaules tremblantes. « Je suis désolée, papa, murmura-t-elle, voix à peine audible sur la pluie. Ses boucles étaient collées contre son front. Sa robe était humide et collante. Je voulais juste voir si tu me laisses. J'ai avalé dur. Le souvenir de cette nuit, ses larmes, les sobs de Camille, la finalité froide de mes mots, revenaient se précipiter. Mais elle était ici, vulnérable et sérieuse, attendant un ruban de miséricorde. Mon esprit a couru. Chaque fibre de moi m'a dit de fermer la porte et de se retirer en sécurité. Encore une autre partie, plus douce et plus paternelle, m'a exhorté à me retirer et à la laisser entrer. J'ai tendu une main gantée. « Entrez à l'intérieur, dis-je doucement. » Ivy hésita, puis glissa devant moi, brossant contre mon manteau. Julien suivit, l'eau coulant de ses cheveux sur le carreau de foyer. J'ai fermé la porte, le verrouillant derrière eux. Leurs yeux se précipitèrent autour de la pièce vers les bibliothèques imposantes, les portraits abstraits qui bordent les murs, l'escalier conduisant à des chambres vides. Je les ai conduits au salon où la cheminée crépitait avec des braises du feu de la nuit dernière. Ivy a coulé sur le bord du foyer et a tiré ses genoux vers sa poitrine. Elle cligna des yeux vers moi. « Je voulais juste m'excuser correctement », a-t-elle déclaré. Je n'ai pas compris ce que je faisais. Sa voix se fissure et les larmes ont glissé sur ses joues. Julien se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le regard fixé sur la pluie en verre strié. « Je suis désolé aussi, papa, marmonna-t-il. Je pensais que j'aidais. » Je me suis agenouillé devant Ivy, posant doucement mes mains sur ses épaules. Ses yeux, grands et effrayants, fouillaient le mien. « Je sais, dis-je, ma voix s'adoucissant. Et je sais que tu croyais que tu me protégeais. » Elle hocha la tête, enterrant son visage contre mon manteau. Julien secoua en avant, debout maladroitement à côté de nous. « Pouvons-nous rester ?» il a demandé. « Jusqu'à ce que la pluie s'arrête. » La question planait dans la chambre froide. Une partie de moi voulait leur offrir du réconfort, les permettre de rentrer dans ma vie petit à petit. Une autre partie m'a rappelé le piège que j'avais fixé, les preuves que j'avais collectées, la trahison qui a coupé plus profondément que n'importe quelle lame. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai inspiré un souffle stable. Quand je les ai ouverts, je n'ai pas vu deux conspirateurs, mais mes enfants, ont perdu, cherchant l'approbation, le désir de chez moi. J'ai commencé, puis j'ai fait une pause, à la recherche des bons mots. « Tu m'as blessé, dis-je enfin, voix husky. Et je t'ai blessé avec mes mots. » J'ai regardé Ivy, dont les larmes brillaient dans la lumière du feu. Mais la pluie ne dure pas éternellement, et la colère non plus. J'ai offert ma main à Julien. « Venez vous asseoir. » Ils ont déménagé sur le canapé, se blottissant ensemble sous une couverture à lancer doux. J'ai récupéré des serviettes dans un placard à proximité et je les ai drapées autour d'eux. Leurs cheveux humides et leurs vêtements ont laissé les serviettes saturées, mais cela ne me dérangeait pas. Je leur ai donné chacun une tasse de cacao chaud, de la crème fouettée fondant dans la vapeur. Ivy sirota lentement, savourant la chaleur, tandis que Julien a tracé les motifs de vapeur avec son doigt. Je me suis assis en face d'eux, étudiant leur visage par la lueur de la cheminée. « Vous aurez besoin de gagner à nouveau ma confiance, dis-je doucement. » Les yeux d'Yves s'écarquillèrent de soulagement. Les épaules de Julien se détendent. De petits pas, j'ai continué. « Dites-moi ce que vous avez appris. Montrez-moi que vous comprenez pourquoi je devais protéger notre famille et notre travail contre les dommages. » Ils hochèrent la tête avec impatience. Ivy a profondément inhalé. « J'ai appris que les secrets peuvent détruire les choses, a-t-elle dit, la voix claire. Et que parfois même les enfants peuvent faire de mauvais choix sans le savoir. » Julien a ajouté, « Je ne reprendrai plus jamais vos dossiers. Je comprends maintenant. » Son remords se sentait authentique, non bien par la manipulation. J'ai souri, un petit ascenseur au coin de ma bouche. Bien. Je m'arrêtai, laissant le moment s'installer.
Demain, bien recommencer. Aidez-moi avec quelques croquis de conception. Je pourrais utiliser votre perspective. Le visage d'Yves s'est éclairé. Juliane a donné un sourire provisoire. Nous avons passé la prochaine heure à parler de lignes et d'angles, de palettes de couleurs et de la façon dont la lumière a joué à travers les façades en verre. Leur enthousiasme m'a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de l'architecture, car il a combiné la logique avec l'imagination, la structure avec l'art. Pendant que je suis esquissé, je me suis étendu, je me suis senti une chaleur de la logique qui n'avait rien à faire avec la pluie. Off, un morsure de la morsion s'est éteint. Hop. Possible. Même après la trahison la plus déchiquetée, je me suis arrêté dans le couloir, sentant le poids des décisions de la nuit qui s'installent autour de moi. Demain porterait des défis, des demandes d'explications, des moments de maladresse, de la lenteur de la confiance, mais cela apporterait également des progrès. Je m'étais fermement contre la tromperie, j'ai récupéré ma vie, et maintenant, je permettais enfin à un mince faisceau de pardon de briller à travers les mailles du filet. Je suis retourné dans ma propre chambre, les planchers grinçant doucement sous mes pieds. Alors que je m'allongeais, mes pensées dérivaient vers les espaces vides à côté de moi sur le lit. Un jour, peut-être que ces espaces seraient à nouveau remplis. Pour l'instant, je ferme les yeux, le contenu que la pluie avait éliminé et que mes enfants avaient trouvé le courage de chercher un abri, et que j'avais trouvé le courage de les laisser entrer. Je me réveille avant l'aube maintenant, le silence plus familier que n'importe quelle berceuse. Mon café coule dans la seule tasse sur laquelle je suis venu à compter, et je le bois lentement, savourant la chaleur au lieu de se souvenir des voix absentes. Le monde extérieur n'est encore que des réverbères et un bourdonnement de circulation lointaine. À l'intérieur, je me déplace dans des pièces qui portent l'empreinte de qui j'étais autrefois. Chaque matin, je tire une chemise et un blazer net, prêt à saluer les clients et les collègues avec la confiance que j'ai reconstruite. J'esquisse les lignes et les angles qui façonnent plus que les bâtiments. Ils façonnent les communautés, offrant des espaces où le rire remplace la trahison, où l'ouverture remplace les secrets. Je me suis consacré à des projets qui élèvent, les quartiers transformés par des toits verts, des parcs qui tricotent ensemble, les familles, les centres communautaires où les enfants apprennent, jouent et trouvent de la joie. À la fin de la journée, je retourne dans une maison vide qui est devenue mon sanctuaire et ma toile. Je prépare le dîner pour du poisson pancier ou des légumes rôtis. Et dans le calme, je réfléchis à la façon dont l'espace sculpté perdu a des fins. L'absence de ma famille est une blessure qui fait mal, mais définit également les nouveaux contours de ma force. Parfois, les cartes postales arrivent, les notes soigneusement écrites d'Ivy et Julien envoyées du Colorado. Leur écriture est timide, pleine d'espoir, et je place chaque carte sur ma table de rédaction sans réponse. Un jour, je pourrai ouvrir la porte. Pour l'instant, leurs paroles restent un rappel que la guérison est son propre processus. La nuit, je me suis éveillé, tracé des souvenirs de cette veille de Noël lorsque j'ai mis à nu chaque trahison avant un feu. Vacillant. Je me souviens du visage de ma propre fille en larmes, et je ressens à la fois la douleur et la certitude que j'ai fait ce qui devait être fait. Je ferme les yeux et je choisis de ne pas m'attarder sur le ressentiment, mais pour poursuivre les leçons de vigilance et d'intégrité. Dans mes rêves, je marche parfois dans les couloirs que j'ai conçus. Une place où la lumière danse sur l'eau. Un pavillon où les gens se rassemblent sous des arches en flèche. Je ressens leur présence. Pas les fantômes de la trahison, mais la promesse d'espoir. Quand je me réveille, j'écris ces visions, esquissant de nouveaux plans qui reflètent la résilience. J'ai appris que le contrôle ne consiste pas à éliminer les autres, mais à posséder mes choix. Je refuse d'être victime de la tromperie. Et dans ce refus, j'ai trouvé la liberté. Mon entreprise prospère sur ce principe, gagnant du respect pour l'innovation et l'éthique inentrée. Les clients me font confiance parce qu'ils voient que je construis à partir d'un fondement de vérité, pas de peur. Demain, je rencontrerai un organisme à but non lucratif local pour finaliser les conceptions pour un logement abordable, une initiative qui me tient à cœur, car tout le monde mérite un paradis sans trahison et peur. Et après cela, je vais passer en revue les plans pour un centre d'art où les enfants découvriront la créativité au lieu de subterfuge, communauté au lieu de complot. Quand le crépuscule tombe, je vais m'asseoir près de mon bureau et regarder les lumières de la ville se scinder. Chacun témoignait de la vie qui se déroule, des histoires encore à raconter. Ma propre histoire est loin d'être terminée. Je suis Marcus Hill, autrefois annulé par ceux que j'aimais, maintenant défini par les structures que je soulève et l'intégrité que je défends. Dans le vide qu'ils sont partis, j'ai découvert mon but. Et dans cette découverte,
j'ai trouvé la paix. La lumière du matin filtre à travers les stores alors que je m'installe sur l'îlot de la cuisine. Le silence cassé uniquement par la goutte régulière de la cafetière. Je berce une seule tasse de café, savourant la chaleur du vide qui une fois se sont écrasés de rire. L'absence de ma famille, Camille, Ivy, Julien, résonne dans chaque pièce, un rappel du coup de la trahison. Pourtant, dans ce vide, j'ai trouvé la clarté. Au bureau, je progresse dans le hall avec confiance. Mon entreprise bourdonne avec activité, des concepteurs esquissant des complexes en toile verte, des ingénieurs débattant de matériaux durables, des clients me confiant des visions de renouvellement communautaire. Chaque plan que je révise est une affirmation de l'intégrité fondée sur l'honnêteté plutôt que sur la tromperie. Ici, je suis maître de chaque ligne, chaque calcul, chaque promesse. À midi, je me suis échappé au jardin sur le toit. J'ai conçu un sanctuaire de haies de buis et de bancs en bois récupérés ou quoi glisse sous l'ice flottante. J'ai parcouru le chemin du gravier, traçant les contours de ma rédemption. La trahison m'a presque consommé, mais j'ai canalisé sa piqûre dans le but. Chaque structure que je commis en sert maintenant les autres. Maisons abordables pour les familles. Des terrains de jeu où les enfants apprennent la confiance plutôt que les soupçons. Centres communautaires qui rassemblent les âmes au lieu de secrets. Les soirées sont des rituels silencieux. Je cuisine le dîner pour un. Saumon grillé avec citron et herbes. Chaque ingrédient choisi avec intention. Je dîne seul à la lumière des bougies. Réfléchissant sur les cartes postales du Colorado. Le script minutieux d'Yvet. Les excuses à défilement de Julien. Je les place sur ma table de rédaction, les rappels non lus mais chéris que le pardon pourrait un jour combler l'écart que j'ai imposé. Plus tard, je me promène dans notre maison vide, la cheminée froide où les papiers de divorce ont brûlé, les chambres silencieuses où je me trouvais une fois à côté de Camille. J'ajuste un oreiller à lancer, lisse un saupoudrage de cendres du foyer et recule les souvenirs qui s'occupent de l'entreprise car ont entré un jardin fragile. Dans les rêves, je esquisse les futurs projets. Un pavillon au bord du lac se cambre vers le ciel. Les murs en verre attrapent le lever du soleil. Lanterne guidant les rassemblements du soir. Je me réveille avec une nouvelle résolution, broyant ces visions dans mon journal. Chaque coup de crayon est un défi contre l'obscurité qui cherchait à me définir. À la fin de la nuit, je m'en éveillais, traçant le contour de la perte et du renouvellement gravé dans mon âme. Je me rappelle que le contrôle ne consiste pas à éliminer les autres mais à choisir son propre chemin. Je refuse d'être annulé par la tromperie. Et dans ce refus, j'ai redécouvert la force. Je suis Marcus Hill. J'ai perdu beaucoup de famille, d'innocence, de réconfort. Mais ce qui reste est incassable. Un engagement à construire, à élever et à vivre selon la vérité que j'ai combattue pour récupérer. Et dans cette vérité, je trouve la paix.